Le manque de graisse corporelle et la diminution de la masse musculaire ont probablement aggravé la douleur. En réponse, Shane, qui s'est vanté lors d'un appel depuis la prison d'avoir pleuré devant le juge, a dit ceci. Je suis vraiment désolé de la façon dont Gavin a été traité. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. Si vous n'avez pas encore découvert A Wicked World sur Patreon et que vous souhaitez avoir accès à plus de 70 vidéos exclusives avec de nouvelles ajoutées chaque mois, alors assurez-vous d'y jeter un œil dès maintenant en utilisant le lien dans la boîte de description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon que son père et sa belle-mère considéraient comme un fardeau. Un fardeau qui leur rappelait trop sa mère biologique. C'est l'histoire de Gavin Peterson. Gavin Hansen Peterson est né à Ogden, dans l'Utah, le 5 janvier de ses parents, Melanie et Shane Peterson. C'était un petit garçon heureux, intelligent, drôle, gentil et curieux. Gavin aimait les sciences et en apprendre davantage sur le système solaire. Sa couleur préférée était le bleu et il adorait jouer à Pokémon sur sa Nintendo Switch. Gavin avait aussi 2 frères et une sœur. Maintenant, l'un de ses frères était issu d'une relation que Shane avait eue après sa séparation avec Melanie, car le couple s'était séparé quand Gavin n'avait qu'1 an. Puis, quand le petit garçon avait 2 ans, en 2014, il a été retrouvé errant dehors, sans surveillance, devant chez lui. Lorsque les policiers sont arrivés et sont entrés dans la maison, ils ont trouvé de la marijuana dans une pipe sur une étagère et Melanie a été inculpée pour cela. Quelques mois plus tard, elle a plaidé coupable d'avoir exposé un enfant à des drogues illégales ou à des accessoires liés à la drogue, puis a été condamnée à une peine de probation. La mère de Gavin a pris sa peine de probation très au sérieux, accomplissant ses travaux d'intérêt général et ses programmes de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. À la mi-2015, elle avait un emploi stable et avait fait tout ce que les tribunaux lui avaient demandé. Mais quoi qu'il en soit, la mère ne retrouverait jamais la garde légale de ses 3 enfants. Après avoir été retirés à leur mère, Gavin et ses 2 frères et sœurs aînés ont été envoyés vivre chez leur père, Shane Peterson, et sa nouvelle épouse, qui s'appelait Nicole Scott. Nicole n'aimait pas du tout l'ex-femme de Shane, Melanie, et elle le faisait bien savoir. Ce ressentiment envers l'ex-femme de Shane s'est également répercuté sur la façon dont Nicole percevait les enfants, car ils étaient un rappel constant de son ancienne vie, cette vie qu'il avait osé avoir avant elle. Même si Melanie n'a jamais retrouvé la garde de ses enfants, elle avait tout de même des droits de visite. À chaque fois que c'était son tour de voir les enfants, Gavin courait vers elle, tout excité. Mais ses 2 aînés, Melanie et Tyler, ne semblaient jamais vouloir voir leur mère. Selon Melanie, son père et sa belle-mère l'avaient manipulée pour qu'elle déteste sa mère et elle a coupé tout contact avec elle. Durant les 2 premières années avec leur père, Gavin et ses frères et sœurs semblaient aller bien. Puis, à la fin de 2018, vers le moment où Melanie a eu 13 ans, elle a dit qu'elle avait commencé à ressembler davantage à sa mère. Cela a amené Nicole à en vouloir à l'adolescente et à lui crier dessus et la traiter plus souvent de tous les noms. Bientôt, la situation est devenue si grave que Melanie devait demander la permission à sa belle-mère pour se doucher ou aller aux toilettes. Une fois, Nicole est même allée jusqu'à raser la tête de Melanie pour la punir d'avoir brossé ses propres cheveux. Melanie a également commencé à passer de longues heures dehors car elle était obligée de faire les travaux de jardinage chez son père et chez son arrière-grand-mère qui habitait de l'autre côté de la route. Mélanie s'occupait de presque toutes les corvées et sa belle-mère Nicole a vite commencé à la priver de nourriture. Quand on lui donnait à manger de temps en temps, elle recevait du pain et de la moutarde parce que Nicole savait que Mélanie détestait la moutarde. Nicole a même commencé à surveiller Mélanie avec des caméras de vidéosurveillance installées dans toute la maison. Elle enfermait aussi l'adolescente dans sa chambre pendant la journée. Parfois, elle attachait même Mélanie au lit avec des colliers de serrage. Ils m'ont manipulée pour que je déteste ma mère. Melanie Peterson dit qu'elle vivait dans un monde d'isolement sous le toit de son père Shane Peterson et de sa belle-mère Nicole Scott. Elle m'insultait tous les jours. Les violences émotionnelles et physiques ont commencé à la fin de 2018, quand elle avait environ 13 ans.
Mélanie décrit des détails troublants, comme la fois où Nicole lui aurait rasé la tête en guise de punition pour s'être brossé les cheveux. Je me concentrais alors principalement sur ma survie. Mais ce n'était que le début. Il m'avait affamée jusqu'à ce que je devienne vraiment maigre. Mélanie dit qu'on la nourrissait 1 à 2 fois par jour avec la même nourriture que, selon les procureurs, son petit frère Gavin mangeait avant de probablement mourir de faim. La même chose que Gavin, Frédéric Foster. Mélanie dit que Nicole mettait de la moutarde car les enfants la détestaient. Je dois y aller. Elle affirme aussi avoir été enfermée dans une chambre. Nicole surveillait chacun de ses mouvements avec la caméra. À un moment donné, elle l'a même attachée au lit avec des colliers de serrage. Il m'attachait à les chevilles et elle disait que si je bougeais, elle me frapperait encore et encore. Mélanie dit que Nicole la frappait avec une ceinture ou une cuillère en bois. Pendant que tout cela se passait, le père de Mélanie, Shane, faisait semblant de ne rien savoir, ou parfois il regardait et participait même aux punitions. Le frère aîné de Mélanie, Tyler, était aussi poussé à la frapper, bien qu'ils aient été très proches auparavant. À cette époque, Gavin n'était pas puni aussi sévèrement que sa sœur. Au lieu de cela, c'est elle qui était punie chaque fois que son petit frère faisait quelque chose de mal. En mars 2019, une amie inquiète à qui Mélanie s'était confiée a informé un conseiller scolaire des abus en cours et les services de protection de l'enfance ont été contactés. Peu après, une agente des services de protection de l'enfance est venue interroger Mélanie. Au début, l'adolescente lui a dit qu'elle allait bien parce qu'elle avait peur que son père et sa belle-mère se vengent d'elle. Elle a finalement raconté toute la vérité à l'assistante sociale. Mais même si Mélanie a dit à l'agente des services de protection de l'enfance qu'elle était, je cite, « terrifiée à l'idée de rentrer chez elle, elle y a quand même été renvoyée. » Incroyable. Au lieu de placer Mélanie et ses frères et sœurs dans un autre foyer, un foyer plus sûr, un plan de sécurité a été mis en place à la place. Ils m'ont essentiellement dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Je leur ai dit que j'étais terrifiée à l'idée de retourner avec eux. Mélanie précise qu'un plan de sécurité a été instauré et que Nicole ne pouvait pas rester seule avec elle. Je me souviens qu'elle a dit à David qu'elle voulait me tuer. Les services de protection de l'enfance ont décidé que Mélanie irait chez son arrière-grand-mère, en face, jusqu'au retour de Shane du travail chaque jour. C'était, d'une certaine manière, leur solution. Mais dis-moi en quoi cela a du sens, surtout que Shane est complice de toutes ces maltraitances. Ce plan étant jugé comme solution par les services de protection de l'enfance, le dossier a été clôturé environ 1 mois après. À partir de là, la maltraitance de Mélanie par Nicole n'a fait qu'empirer, évidemment. En avril 2019, l'adolescente, qui en avait assez, a fugué de chez elle. Mais Shane et Nicole l'ont retrouvée marchant près d'une station-service peu de temps après. Une fois qu'elle est montée dans la voiture avec son père et sa belle-mère, Nicole a commencé à étrangler Mélanie. L'adolescente a dit qu'elle avait eu l'impression qu'elle allait mourir. Un jour de mai, Mélanie jardinait dehors quand elle a accidentellement cassé l'arroseur avec la tondeuse à gazon. Elle était terrifiée à l'idée de ce qui pourrait arriver si Nicole l'apprenait. À ce moment-là, sa belle-mère faisait la sieste, mais son père était à la maison et réveillé. Il a dit à Mélanie de monter dans la voiture et elle pensait qu'ils allaient acheter un arroseur de remplacement à la quincaillerie. Mais au lieu de faire cela, Shane a conduit Mélanie chez sa mère et l'a déposée là-bas. À partir de ce jour-là, Mélanie a de nouveau vécu avec sa mère. Une fois que Mélanie a raconté à sa mère ce qui se passait chez Shane, Mélanie a contacté le numéro non urgent du bureau du shérif du comté de Weber et l'affaire a été transmise au service de protection de l'enfance. Lorsqu'un détective a ensuite parlé avec Mélanie et sa mère, il a dit à la mère que parfois il y avait une éducation trop stricte comme celle de Shane et parfois une éducation trop laxiste comme la sienne. Et qu'il ne pouvait pas simplement arrêter quelqu'un pour avoir fait une mauvaise coupe de cheveux en faisant référence au moment où Nicole avait rasé la tête de Mélanie. L'employé du DCFS a également dit à la mère qu'il n'y avait rien à faire car il n'y avait aucune preuve. Et cela, même s'ils avaient pris une photo d'un bleu de la taille d'une balle de golf sur la jambe de Mélanie, qu'elle disait avoir reçu de Nicole. Confrontés aux informations des services de protection de l'enfance, Shane et Nicole ont déclaré que Mélanie était instable, peu fiable et devait donc être surveillée constamment. Ils ont également déclaré que la raison pour laquelle Nicole avait rasé la tête de Mélanie était que ses cheveux sentaient l'urine et qu'il ne voulait zichou pas qu'elle se fasse moquer à l'école. Donc vous n'auriez pas pu simplement, je ne sais pas, les laver ? Shane a ensuite dit que la raison pour laquelle il avait ramené Mélanie chez sa mère était parce qu'elle était trop rebelle et lui en voulait d'avoir des règles.
Shane a dit qu'elle préférait de toute façon vivre avec Mélanie. Apparemment, cela a suffi au service de protection de l'enfance, car rien de plus n'a été fait. Après que Mélanie ait appris comment sa fille était traitée par Shane et Nicole, elle a engagé un avocat pour essayer de récupérer Gavin. Son fils aîné, Tyler, était déjà majeur. Mélanie a ensuite retrouvé ses droits de visite avec Gavin en novembre 2019 et elle passait du temps avec lui un week-end sur 2. Cela a duré jusqu'à la fin février 2020, lorsque Nicole a découvert que Mélanie avait pris une photo de Gavin pour documenter les signes de malnutrition qu'elle remarquait. Ensuite, Mélanie a affirmé que Nicole et Shane avaient porté de fausses accusations contre elle auprès de la protection de l'enfance. Ils ont dit qu'elle essayait de briser leur accord de garde et de retourner Gavin contre eux. Mélanie a contesté les allégations, mais en attendant le jugement de la division des services à l'enfance et à la famille de l'Utah, et avec la procédure retardée par la pandémie, les services de protection ont estimé que des services à domicile étaient nécessaires chez elle et chez Shane. À ce stade, avec Mélanie hors de la maison, l'attention et les mauvais traitements de Nicole se sont tournés vers Gavin. Gavin devait maintenant faire toutes les tâches à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, comme sa sœur en était responsable auparavant. Après qu'il ait terminé tout son travail, Nicole lui donnait un morceau de pain avec de la moutarde dessus et un tiers de tasse d'eau. Mais elle ne le nourrissait que s'il le méritait, pas tous les jours. Inutile de dire qu'il a commencé à perdre du poids rapidement et il n'a pas fallu longtemps avant que ses côtes ne deviennent visibles. En août 2020, les services de protection de l'enfance ont reçu un appel signalant des inquiétudes concernant la façon dont Gavin était traité chez son père. Cependant, les informations ne répondaient pas aux critères exigés par la loi de l'État de l'Utah pour ouvrir une enquête. Elle a cependant été transmise à l'intervenante chargée du suivi à domicile qui gérait déjà le dossier. En mai 2021, la famille Peterson avait terminé avec succès son suivi à domicile et un juge a clos le dossier. À l'école, les employés de la cafétéria voyaient que Gavin ne demandait que de l'eau au déjeuner, puis restait près de la poubelle pendant le reste du déjeuner. Il attendait que la cafétéria se vide, puis fouillait la poubelle pour trouver des restes. Gavin a fini par confier à une employée de la cafétéria, appelée Jen, qu'il avait faim depuis plusieurs jours mais qu'il n'avait pas d'argent pour s'acheter un déjeuner. Alors Jean et d'autres employés ont commencé à l'aider à payer ses repas. Cependant, lorsque Nicole l'a appris, elle s'est rendue à l'école et a commencé à crier sur les employés, leur disant qu'il ferait-il mieux de ne pas nourrir Gavin. Malgré tout, ils continuaient à lui donner de la nourriture en secret. Peu de temps après cet incident, Gavin est revenu à l'école avec une dent ébréchée. En septembre 2022, quelqu'un qui s'inquiétait pour le bien-être de Gavin a appelé les services de protection de l'enfance. Mais une fois de plus, un employé de la ligne d'assistance a décidé que cela ne répondait pas aux critères pour ouvrir une enquête. Puis, en mars 2023, la DCFS a reçu un autre signalement indiquant que Gavin était négligé. Et cette fois, ils ont effectivement ouvert une enquête. 2 jours plus tard, l'agence a de nouveau été alertée de la maltraitance de Gavin et cette information a été ajoutée au dossier en cours. Quelques jours plus tard, Gavin a été interrogé par des agents de la protection de l'enfance et a nié toute maltraitance à la maison. Mais ensuite, le 8 mai, les services de protection de l'enfance ont reçu un nouveau signalement indiquant que Gavin était maltraité dans la maison de son père. Après cela, une enquêtrice s'est rendue au domicile et a interrogé Gavin, son père et sa belle-mère séparément. L'affaire a été classée 1 semaine plus tard, sans preuve de négligence ou maltraitance. En août, Gavin avait été retiré de l'école et il a été signalé qu'il recevait désormais l'enseignement à domicile. Et pour une raison quelconque, l'Utah n'a mis en place aucune politique pour surveiller les enfants qui sont retirés de l'école après des allégations de maltraitance ou de négligence. Alors que la famille Peterson avait des photos de tous les autres enfants dans leur maison, il n'y en avait aucune de Gavin. L'un des collègues de Shane a dit qu'il avait même une photo de son plus jeune fils sur son bureau, mais il n'avait aucune idée que Gavin existait. Des messages textes entre Shane et Nicole parlent de combien ils détestent Gavin et à quel point ils aiment le torturer. Ils ne l'appellent jamais non plus par son prénom, utilisant seulement des termes péjoratifs lorsqu'ils parlent de lui. Leur conversation incluait parfois aussi le frère aîné de Gavin, Tyler. Et les 3 adultes discutaient pour savoir si Gavin avait le droit d'utiliser les toilettes ou s'il avait le droit de manger. Ils parlaient aussi de frapper Gavin, y compris en utilisant un bâton de piñata pour le faire. Dans une conversation, Nicole a dit qu'elle détestait Gavin de plus en plus chaque jour.
Elle a dit cela après qu'une infirmière scolaire l'a appelée pour l'informer que la base de l'ongle de Gavin était gravement infectée. Ensuite, Nicole a dit à Shane que le petit garçon faisait ça juste pour attirer l'attention. Contrairement à celle de ses frères et sœurs, la chambre de Gavin n'avait que du contreplaqué peint, sans moquette. Il y avait aussi du ruban adhésif posé sur le sol en forme de rectangle et c'était censé servir de lit à Gavin. Il n'avait ni couverture ni literie. Gavin était battu à plusieurs reprises et privé de nourriture et d'eau. Et il paraît même qu'il en est venu à manger ses propres excréments pour tenter de survivre. Le 9 juillet 2024, les policiers ont répondu à un appel signalant que Gavin était tombé dans la baignoire et ne répondait plus. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux et ont vu le petit garçon, il était à peine en vie. Il était froid et gravement mal nourri. Sur le sol de sa chambre, autour de lui, il y avait de nombreux tas de vomi noirs. Les premiers intervenants ont détecté un faible pouls et transporté Gavin d'urgence à l'hôpital. Cependant, il a été déclaré mort à son arrivée, ce qu'un médecin a qualifié de défaillance totale des organes. La mort de Gavin a été attribuée à des complications dues à une septicémie avec des facteurs contributifs tels que la pneumonie, la déshydratation et des infections non traitées. Selon Nicole, qui avait appelé le 911 son beau-fils, était malade depuis quelques jours avant qu'elle ne le trouve inconscient et couvert de vomi sur le sol de la salle de bain. Nicole et Shane ont tous deux déclaré que Gavin était malade depuis plusieurs jours avant sa mort, qu'il avait vomi et souffrait de convulsions, mais qu'il ne l'avait pas emmené chez le médecin. L'autre chose, c'est que Nicole avait attendu près d'une demi-heure après avoir trouvé Gavin inconscient avant d'appeler le 911. Il s'était écoulé 21 minutes complètes entre le moment où elle avait envoyé un message à Shane pour lui demander ce qu'elle devait faire à propos de Gavin et celui où elle avait appelé les services d'urgence. Ensuite, en attendant l'arrivée des premiers secours, Nicole a inversé la serrure qui se trouvait sur la porte de Gavin afin qu'elle puisse désormais être ouverte de l'intérieur. À ce moment, Tyler, le grand frère de Gavin, a envoyé un message paniqué à leur père Shane après avoir appris que son petit frère mourait, demandant quoi faire. Mais pas par inquiétude pour Gavin, plutôt par instinct de préservation personnelle. Les enquêteurs allaient trouver des images de vidéosurveillance montrant Tyler se rendant 3 fois au cabanon de rangement dans le jardin après l'appel au 911. Lors de 2 de ces trajets, Tyler portait des objets que la police identifierait plus tard comme les caméras de surveillance de la maison. Sur une grande partie des images obtenues par les enquêteurs, Gavin ne portait rien d'autre qu'une couche très saturée. On pouvait aussi voir qu'il avait des plaies sur tout le dos. Son sourire m'a toujours fait sourire. Rachel Reynolds dit que le sourire de Gavin Peterson, âgé de 12 ans, était contagieux. Elle dit aussi, cependant, qu'elle a remarqué que Gavin avait changé pendant sa scolarité. Il gardait sa photo de 5e année derrière vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande différence sur cette photo par rapport aux autres. On peut voir qu'il était clairement plus triste. Quand Gavin était à l'école primaire de Keynesville, Reynolds, aide scolaire, passait du temps seul avec lui et l'a vu essayer de manger de la nourriture de la poubelle. Ça me hante depuis la première fois que j'ai vu ça et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Reynolds se souvient d'un moment où elle a personnellement accompagné Gavin au bureau et qu'un appel a été immédiatement passé à la DCFS. Elle dit que ce souvenir la déchire encore aujourd'hui. C'était en hiver et il s'est retourné sur son siège, il m'a souri et il m'a dit « Mademoiselle Rachel, est-ce que c'est grave ?» Et il m'a montré ses mains, elles étaient enflées. Ses doigts étaient enflés parce qu'il s'était manifestement arraché la peau autour des ongles. Et elles avaient l'air infectées. Est-ce que cela ressemblait à de l'automutilation? À quoi cela ressemblait-il pour vous? Et pour moi, ça ressemblait à quelqu'un qui a un tic nerveux et qui se gratte les doigts, comme quand il y a une petite excroissance de peau ou quelque chose comme ça, et qu'on tire dessus, et c'était sur chaque doigt. Elle dit que rien n'est ressorti de l'appel téléphonique à la DCFS ce jour-là, et qu'elle ressent la même chose à propos d'autres appels et signalements à l'agence. Reynolds affirme que l'inquiétude a augmenté après le retrait total de Gavin de l'école. Quelqu'un lui donne-t-il à manger? Quelqu'un s'occupe-t-il de le nourrir? Des collègues connaissaient des enfants du quartier et demandaient « L'as-tu vu? Quelqu'un l'a-t-il vu cet été? » Et à partir du dernier jour d'école, personne à l'école, à ma connaissance, ne l'a vu. Certaines d'entre vous ont essayé de faire un suivi. Oui. Et aucune réponse. Non, j'aurais aimé que les appels à l'aide soient entendus. Nicole, Tyler et Shane ont été arrêtés et inculpés pour la mort de Gavin,
détenu sans possibilité de libération sous caution. En avril 2025, Nicole a plaidé coupable des charges retenues contre elle, et elle a été condamnée à une peine de 15 ans à perpétuité pour meurtre, ainsi qu'à 5 peines de 1 à 15 ans de prison. 3 pour CA aggravé et 2 pour obstruction à la justice. Elle a également été condamnée à une peine de 0 à 5 ans pour mise en danger d'un enfant et à 1 an de prison pour possession ou usage d'une substance contrôlée. Le juge a ordonné que les peines soient purgées consécutivement, ce qui signifie que Nicole restera en prison pendant au moins 20 ans. C'est comme ça. C'est à moi de parler. Je crois que ça s'est vraiment passé comme ça. Elle essayait de vivre. Alors qu'un juge décrivait l'horrible privation de nourriture et la torture subie par Gavin Peterson, âgée de 12 ans, sa belle-mère, Nicole Lee Scott, a tenté de nier les conclusions troublantes de l'enquête. J'aurais dû mieux le comprendre. Le juge a également comparé les actes de Nicole à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les camps de concentration. Au tribunal, la sœur aînée de Gavin, Mélanie, a lu une déclaration dans laquelle elle disait « Mon petit frère comptait tellement pour moi. Donc apprendre ce qui lui est arrivé m'a vraiment bouleversée émotionnellement. Chaque jour, je me réveille en colère et triste, car Gavin ne peut pas être avec sa vraie famille. » Elle a dit que Gavin était unique en son genre et qu'il méritait la vie qu'on lui a enlevée. Elle a dit qu'elle ne pardonnera jamais à Nicole ni à son père Shane et qu'elle pleurera Gavin avec sa famille pour le reste de leur vie. Mélanie a ensuite demandé au juge de ne donner ni à son père ni à Nicole la chance d'avoir une vie normale. Shane Peterson a également plaidé coupable des accusations portées contre lui et, le 6 mai 2025, il a été condamné à une peine allant de 8 ans à la réclusion à perpétuité, ce qui constituait la peine maximale possible. Avant de le condamner, le juge a adressé quelques mots au père. Gavin était très probablement conscient du fait qu'il y avait de la nourriture et que le reste de la famille mangeait. Il a sans doute senti l'odeur de leur nourriture. Il est probable que cela ait causé une grande angoisse et détresse. Une manifestation courante de la faim à un stade avancé est la capacité de surmonter le dégoût et de manger des choses non comestibles pour tenter de survivre. Les abus psychologiques subis par Gavin, tels que l'isolement des autres enfants à l'école, l'absence de contacts extérieurs, la restriction à sa chambre, la surveillance par caméra, l'interdiction de porter des vêtements, le port forcé de couches et la privation d'amour et de soins médicaux ont profondément marqué sa psyché. D'après les témoignages des contacts scolaires, il s'agissait d'un enfant essentiellement normal qui a été poussé jusqu'à un point de rupture psychologique. Il aurait été conscient de ce qui se passait. Il aurait compris que c'était mal et que les adultes dans sa vie, sur qui il aurait dû pouvoir compter pour tout, étaient en fait ses bourreaux. Il ne fait aucun doute que Gavin a ressenti une douleur physique avant sa mort. Son corps portait de nombreuses traces, montrant qu'il avait été battu à plusieurs reprises. La faible graisse corporelle et la perte musculaire ont sans doute accru la douleur. Et je peux vous dire que c'est en partie pour cela que l'accusation a été brève dans sa présentation. Pour résumer les blessures physiques identifiées chez Gavin, son état de malnutrition, ainsi que les antécédents recueillis, confirment qu'il a enduré des actes de torture infligés à un enfant pendant des jours et des semaines, voire des mois précédant sa mort. Il aurait été conscient de ce qui se passait, de ce qu'il ressentait et vers qui il aurait dû pouvoir se tourner pour obtenir des soins et du soutien. Il aurait eu tellement faim qu'il aurait été prêt à risquer des conséquences physiques connues pour obtenir de la nourriture afin de rester en vie et à surmonter le dégoût inné d'ingérer des excréments. Il aurait ressenti de la peur, de la tristesse et de la douleur. De plus, ses frères et sœurs auraient subi un traumatisme psychologique du fait d'avoir été dans ce même environnement.
En tant que juge, nous devons prononcer une sentence en nous basant sur les faits. Mais personne n'est assis ici sans émotion, sans empathie, expérience humaine ou juste du bon sens. Vous n'avez pas besoin d'être parent ni d'être un criminel. Vous n'avez pas besoin d'être l'une de ces personnes pour penser « Oh, peut-être que c'est mal ». La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, et ça m'émeut, c'est parce que je pense d'abord que vous étiez le père de Gavin. Je ne pense pas que vous méritiez encore ce titre, mais il n'y a rien à faire pour le changer. Vous n'étiez certainement pas son père, et vous n'étiez certainement pas son protecteur. Je ne crois pas une seconde que vous n'ayez pas fait partie intégrante d'une grande partie des abus qu'il a subis. Je trouve aussi révélateur que je sois plus émotive à ce sujet que vous. Et je pense qu'il y a une raison à cela. Je ne pense pas qu'il existe assez d'adjectifs et d'adverbes pour décrire de façon adéquate à quel point cette situation est horrible. Dans des appels téléphoniques surveillés en prison après que Shane ait plaidé coupable, il a dit qu'il avait réussi à, je cite, se forcer à verser une larme pour le juge. Le frère aîné de Gavin, Tyler, a aussi plaidé coupable en raison d'une maladie mentale. Il a été diagnostiqué avec de l'autisme, une dépression persistante, la présence d'un trouble de la personnalité et une anxiété généralisée. Sa peine n'a pas encore été prononcée. Ça m'a brisé le cœur de savoir qu'il est mort de cette façon. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ça à une autre personne. Avec le soutien de son frère, Melanie Peterson s'exprime pour la première fois, le cœur brisé par la mort de son plus jeune enfant, Gavin Peterson, âgé de 12 ans. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai pris une photo de lui parce qu'il avait l'air si maigre. Je n'aurais jamais imaginé que Shane laisserait cela arriver, qu'il le laisserait mourir de faim et le laisserait mourir. Pour le premier anniversaire de la mort de Gavin, un petit groupe s'est réuni discrètement près d'un arbre planté au parc du comté R. Kenneth Baldwin, à West Haven, pour se souvenir de la vie du jeune garçon. Les organisateurs de l'événement militent également pour qu'un nouveau projet de loi soit mis en place, permettant aux forces de l'ordre d'obtenir un mandat pour effectuer une visite de vérification du bien-être d'un enfant si l'école de cet enfant signale un possible abus. Interrogée sur ce qu'elle dirait à Gavin s'il était là, Rachel Reynolds, ancienne assistante de son école, a répondu qu'il est très fort, qu'il compte, qu'il est important pour tous et qu'il a marqué la vie de chacun de ceux qui l'ont connu. Il manque à ses amis, tout le monde à l'école ressent son absence, et nous l'aimons tous. En février 2026, Tyler Peterson, âgé de 23 ans, serait condamné. Il a été condamné à une peine de 5 ans à la perpétuité pour homicide, de 1 à 15 ans pour 2 chefs d'accusation de maltraitance aggravée sur enfant, et de 1 à 15 ans pour obstruction à la justice. Ces peines doivent être purgées simultanément. La mère de Tyler et Gavin a écrit une lettre, lue au tribunal par son avocate, affirmant « Je sais que Tyler n'aurait jamais agi ainsi de lui-même. Il a été manipulé depuis l'enfance. Je vous demande respectueusement d'envisager de laisser Tyler poursuivre son traitement à la maison, dans un environnement positif et bienveillant. Il ne recevra pas cela en prison, où il pourrait ne pas obtenir le traitement dont il a besoin. » Le procureur a affirmé au tribunal que Tyler avait participé activement aux abus subis par son frère. Il a cité des messages textes que Tyler avait envoyés à Scott, dans lesquels il énumérait les choses qu'il avait infligées à Gavin, y compris des coups et le fait de forcer le petit garçon à se retenir d'uriner. Certaines photos retrouvées montraient Tyler frappant et donnant des coups de pied à Gavin seul. L'accusation a aussi mentionné une fois où la famille est allée à Disneyland en laissant Tyler à la maison avec Gavin. Pendant cette période, Tyler aurait infligé des tortures mentales et physiques à son petit frère. La juge a affirmé que c'était l'une des affaires les plus difficiles de sa carrière en 31 ans. Tu avais la possibilité de ne pas te livrer à ces agissements. Tu as été une participante active depuis 2020. Il n'y a aucun doute là-dessus. La juge a réagi aux arguments de l'avocate de Tyler, qui affirmait que le jeune homme de 23 ans avait été victime d'années d'abus et de manipulation. Quand Nicole disait « saute », il demandait « à quelle hauteur ». Pourquoi disait-il cela? Il ne voulait pas être dans cette pièce comme Gavin.
La balance de la justice pèse plus lourd que le plateau qui représente la clémence. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Gavin aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que plusieurs personnes aient vu ce jeune garçon manger dans une poubelle et dépérir lentement. Pourtant, les services de protection de l'enfance n'ont jamais jugé nécessaire de le retirer du domicile de son père et de sa belle-mère. Sans parler du fait que sa grande sœur avait déjà dit à plusieurs adultes qu'elle avait elle aussi été maltraitée à la maison. C'est scandaleux et ça n'a aucun sens. Que penses-tu de cette affaire? Si tu aimes le true crime et que tu veux m'entendre en parler, abonne-toi en cliquant ci-dessous et active les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors, allez jeter un œil sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.